merci à tous d'être disponibles pour ce premier échange, cette présentation générale. Le but de la présentation d'aujourd'hui va être de vous faire une introduction sur ce qu'AZ propose en termes de sécurité et quelle peut être la base afin de sécuriser un environnement informatique. Euh, Comme vous savez, nous avons une gamme sur la partie sécurité qui est assez large et qui aujourd'hui même va se diversifier en dehors de la partie anti-malware qui est propre, qui est le cœur de métier historique des Z. Nous avons d'autres métiers dans la sécurité, type le chiffrement, l'authentification forte. Aujourd'hui, on va vraiment faire un focus sur la partie anti-malware qui est pour nous le premier step avant d'envisager d'autres niveaux de sécurité. Nous serons deux pour cette présentation, à savoir mon collègue Benjamin Madizia qui gère la partie avant-vente notamment, donc vraiment sur la partie technique et qui accompagne nos clients éventuellement sur des phases de test, de POC et même sur des prestations de déploiement. Et moi-même, donc Nicolas, qui gère la partie clients finaux, donc le but étant d'avoir un point d'entrée pour tous nos clients ou prospects pour échanger sur la partie produit, à savoir que notre distribution, elle, est indirecte, se fait au travers de partenaires ou de marchés. Mais l'idée étant d'avoir pour tous nos clients quelqu'un chez Z France avec qui discuter. On est aujourd'hui une équipe de 8 personnes à gérer cette partie-là. Rapidement, donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, je vais très vite faire un point sur qui est Z. Donc EZ, éditeur de logiciels de sécurité et uniquement de sécu IT, avec donc un siège historique qui est en Slovaquie, à Bratislava, et une représentation en France. Aujourd'hui, Z France, c'est une centaine de personnes. Et sur ces personnes, nous avons notamment un support donc pour nos clients, pour nos partenaires, un support assuré en français. Pas mal de documentation aussi que l'on s'échine à traduire en français de façon à ce que chacun puisse avoir un maximum d'infos de la façon la plus facile possible. Autre point important aujourd'hui, EZ, donc nous sommes donc positionnés comme premier éditeur européen sur la partie sécurité des endpoints, donc celle qui va nous intéresser sur le thème d'aujourd'hui, sur la sécurité des endpoints professionnels. Nous avons aussi une offre dédiée aux particuliers, mais qui ne sera pas évoquée aujourd'hui. Vous avez ici quelques références. Le but en fait de ce slide, c'est vraiment on va dire, de rassurer les personnes qui ne nous connaîtraient pas sur notre capacité à gérer toute typologie de compte, que l'on soit sur des environnements assez classiques de type bureautique ou au contraire sur des environnements éventuellement peut-être industriels ou disposant de moins de ressources ou des environnements complètement déconnectés en offline. Sont des choses que l'on sait gérer. Nous savons aussi travailler sur les différents OS et c'est grosso modo le message que l'on veut retranscrire par ce slide et aussi notre capacité à travailler sur toute volumétrie. Aujourd'hui, notre plus gros client en France, c'est la Gendarmerie nationale, qui dispose de 85 000 machines environ qui sont protégées par EZ. Et enfin, pour finir sur la partie EZ, ce blog, dont je vous propose de relever le nom, We Live Security, qui est un blog sur lequel il n'y aura pas de contenu ni marketing ni commercial. On est vraiment sur du contenu recherche, cybersécurité, donc avec notamment des publications de nos chercheurs sur les dernières attaques, sur les dernières menaces, les groupes opérants derrière, quelles sont les failles qu'ils exploitent. C'est toujours de la bonne lecture. Il y a quelques articles aussi qui sont assez abordables et du coup qui peuvent être partagés à tout un chacun, même des personnes qui ne sont pas affiliées à l'IT. Donc ça permet de faire un peu de sensibilisation. Donc c'est toujours un blog qui est assez intéressant. C'est un blog qui a été élu meilleur blog cybersécu il y a 2 ans, il me semble, et qui a grosso modo de bons échos. Et j'en veux pour preuve le fait que typiquement sur les dernières assises que l'on a fait, le salon des assises, sur 149 éditeurs qui ont proposé des ateliers, EZ est l'atelier qui avait obtenu la meilleure note de l'ensemble des personnes qui ont voté, donc principalement des RSSI et DSI, des plus grandes sociétés en France. Et c'était donc un atelier qui était animé par l'un de nos chercheurs justement. Et là, pour le coup, on est vraiment sur un retour qui est complètement du coup objectif. Donc voilà pour la rapide partie qui est Z. Le but était de resituer le contexte. Si jamais des personnes plus tard avaient des questions sur quelques sujets, que ce soit sur la partie OZ ou sur la partie qui va suivre, vous aurez dans tous les cas nos coordonnées à la fin. Donc, je vous inviterai à revenir vers nous. On gardera du temps à la fin pour traiter les premières questions. Donc, on va maintenant switcher à la partie techno. Et donc, justement, ce qui est pour nous le cœur de la partie anti-malware et le socle surtout de tout ce que l'on pourra faire derrière, qui est la partie endpoint protection. Donc, la partie antivirus, anti-malware, EPP,
antivirus next-gen, on entend, en fait, de beaucoup de noms différents et quand je dis on entend, vous, clients, en 1er entendez beaucoup de noms et de mots différents. Le premier message que l'on passe côté Z, c'est qu'aujourd'hui nos solutions sont des solutions anti-malware complètes, et qui évoluent sans cesse et c'est ce que l'on retranscrit avec le schéma que vous avez là. Le fait que nos solutions évoluent en fonction des menaces qui sont observées ou en fonction des méthodes, d'attaque qui sont observées. Le but étant toujours d'être sur une course qui se veut proactive, mais forcément on est plus dans la réaction par rapport à ce que nos chercheurs peuvent observer comme modus operandi, des grands groupes d'attaquants et eux vont orienter le développement de notre solution. En tout cas, ce que l'on veut, ce sur quoi l'on veut absolument vous rassurer, c'est que nos solutions aujourd'hui ne sont plus un simple antivirus tel qu'on le connaissait il y a peut-être, 15-20 ans avec une base de signature, sur laquelle on s'appuierait et uniquement une base de signature sur ce qui est connu. Aujourd'hui, nos solutions sont bien, et le premier niveau de protection que l'on va proposer et puis sont bien des solutions qui intègrent une IA, qui intègrent des détections de type comportemental. On a toujours une base de signature, en parallèle. Cette base de signature, elle est surtout intéressante pour nous parce qu'elle nous permet d'optimiser les analyses sur 2 points notamment. Ça nous permet de limiter le nombre de faux positifs par rapport à une solution qui n'intégrerait que du comportemental, il y a cet avantage. L'autre avantage, de la base de signature étant que sur des objets déjà connus, cela va nous permettre de ne pas faire appel, au comportemental, qui est la partie en fait la plus impactante, en termes d'empreinte sur les ressources système. Et c'est là un point qui est important, pour EZ. Pour ceux qui éventuellement connaîtraient ne serait-ce que de renom EZ ou, l'ancien nom du produit Note32, cela a toujours été on va dire la signature et une façon de se démarquer des Z. L'empreinte, que ce soit sur les ressources système ou, au niveau réseau, EZ a toujours une empreinte très, très faible. On le garde aujourd'hui, cet avantage et le fait d'avoir une base de signature nous aide typiquement à aller dans ce sens. L'autre point et d'ailleurs peut-être pour finir sur la partie empreinte sur les ressources système qui nous aide à avoir un produit léger, c'est le fait que toutes les technos dont on va parler aujourd'hui, tous les produits, qu'on va évoquer, sont développés par EZ. Et c'est aussi un point qui nous distingue de bon nombre, de concurrents qui aujourd'hui des fois vont avoir par exemple, soit une brique EDR, soit une brique EPP et qui pour proposer un produit complet aux clients, vont intégrer, de façon plus ou moins visible, les moteurs, d'éditeurs tiers. En revanche de l'autre côté, tout ce qui est proposé est développé par EZ et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir cette légèreté. Donc aujourd'hui, de façon concrète, la base de la sécurité et la base de la protection que l'on propose, ce sont nos solutions, EPP, nos solutions anti-malware, heu et cela se retranscrit par le schéma que vous avez, ici. Donc vous avez 3 couches, la première, c'est tout ce qui va être détection, pré-exécution. Ensuite, la partie détection au moment de l'exécution, donc c'est vraiment sur cette couche-là que l'on sera typiquement sur des analyses de type comportemental et y compris donc des analyses post-exécution où on va continuer d'analyser ce qui est exécuté, ce qui est présent au niveau des machines. Typiquement sur la détection de botnet, on va plutôt être sur des analyses sur des flux sortants. Donc le but étant, en fait d'avoir une complémentarité, grâce à on va dire la multiplicité des analyses qui sont proposées. Encore une fois, ce sont des outils qui sont, tous développés par EZ. Et le but, étant de dire que si une des détections présentes ici devait être faillible, devait ne pas détecter une menace, la suivante, proposerait une analyse, puis la suivante, jusqu'à ce qu'on soit en fait certain de pouvoir définir avec certitude, le plus de certitude possible. En tout cas, on tend toujours vers le 100 de détection. On ne pourra jamais garantir un 100 mais le but étant bien de tendre vers, cette notion est intéressante. Et donc c'est l'idée qu'au final, il y a un de ces outils qui permettra, de définir, ce que l'on a en face de nous. Autre outil, autre outil intéressant, nos outils endpoint, intègrent 3 outils, notamment donc un pare-feu qui est un pare-feu EZ, de l'anti-spam et du contrôle d'accès web, donc qui sont des choses que l'on a au niveau des postes de travail. Donc ce sont des choses que vous avez éventuellement, au niveau réseau, en amont, au niveau du réseau en avant des machines. Le but, de les avoir, au niveau des postes étant de répliquer, notamment sur des machines nomades, sur des machines de type qui sont en télétravail, les règles que vous pourriez justement avoir avec des proxys, firewall, UTM et cetera sur le réseau. Et le but étant d'avoir le même niveau de sécurité sur des postes nomades que ce que vous pourriez avoir, sur une machine qui est présente, sur le réseau. Et c'est une problématique qu'on a
on a vu exploser depuis la période Covid et le télétravail qui a explosé. C'est des briques qui n'étaient pas forcément toujours exploitées par nos clients et qui le sont de plus en plus. Et c'est d'autant plus intéressant quand nous avons des règles et des politiques de sécurité, pardon, qui permettent d'automatiser l'activation ou la désactivation de certaines briques, et notamment, par exemple, le firewall ou le contrôle d'accès web, en fonction de conditions spécifiques. Et ces conditions peuvent être la reconnaissance du poste et de l'agent. Est-ce que je suis sur le réseau ou non? Et en fonction, appliquer telle ou telle politique de sécurité qui intégrera ces outils. Donc vous avez là vraiment le socle de la détection, que ce soit sur la partie protection des postes ou des serveurs. Et on est déjà, en tout cas, c'est encore une fois le message que l'on passe, sur un produit qui se veut le plus complet possible, de façon à implémenter un niveau de sécurité très correct, avant d'éventuellement aller plus loin. Et aller plus loin, donc, pour nous, ça passe par des analyses, complémentaires, donc qui s'appuient, sur notre socle, endpoint, et les solutions dont je vais parler, et c'est important pour la suite, ne sont pas agnostiques de la solution, EPP. Donc c'est-à-dire que pour exploiter nos solutions, par exemple EDR, il va y avoir, comme prérequis d'utiliser la partie endpoint, que l'on vient de présenter. Donc nous avons, 2 niveaux notamment produits au niveau des postes de travail et serveurs, complémentaires, qui sont qui est intéressant de mentionner. Le Sandboxing Cloud, donc le Sandboxing Cloud, on est sur une couche intermédiaire entre la partie endpoint et la partie EDR. On est sur quelque chose qui est complètement automatisé et qui ne nécessite pas d'installation complémentaire. C'est une option qui s'appuie sur la partie endpoint et dont le fonctionnement va être de vérifier, la légitimité de certains fichiers. On va surtout analyser des scripts, des installeurs, mais cela peut être aussi étendu à des documents Office, qui contiennent des objets actifs. Et le but, en fait, va être de dire que si le endpoint et les technos que l'on a vus juste avant ont un doute sur la légitimité du fichier, si on n'arrive pas à définir avec certitude à 100% oui, je suis sur quelque chose de légitime, ou au contraire, je suis sur quelque chose de malicieux, alors on va pouvoir proactivement bloquer l'exécution du fichier en question, avertir l'utilisateur et soumettre ce fichier sur des infras qui sont des infras propres à EZ. Le but étant en fait de faire appel à des capacités de calcul et d'analyse qui sont bien plus puissantes que ce que l'on a localement sur un poste de travail, par exemple, et de pouvoir aller faire des simulations sur différents OS, faire des simulations d'avancée dans le temps, générer un véritable environnement utilisateur avec une activité, qui sont des choses qui vont permettre de déclencher en fait la charge des malwares potentiels s'ils en sont, et de vérifier le comportement pour pouvoir donner un retour avec quasi certain sur ce que l'on a en face de nous. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est complètement automatisé, et qui du coup peut être intéressant d'implémenter, si aujourd'hui vous avez simplement entre guillemets «un antivirus». Hem, on est sur, plus qu'une base de sécurité traditionnelle, et ça permet, bah, de mieux lutter contre les ransomware de façon générale, face aux 0D de façon encore plus générale, sans avoir besoin de temps admin, supplémentaire. En cela, c'est en tout cas déjà quelque chose d'assez intéressant. Et la brique complémentaire, donc c'est la partie EDR, qui, bah, mine de rien, devient de plus en plus une norme, depuis, je dirais, surtout 2 ans, 2-3 ans, et même si ça fait quelques années qu'on en parle, c'est surtout depuis 2 ans, je pense que le déploiement d'EDR, dans tout type de société, se normalise, et tout type de société est aussi un point intéressant. Au début, on était surtout sur des compagnies de type ESN ou grandes sociétés qui évoquaient la partie EDR. Aujourd'hui, on voit que c'est vraiment un outil qui se démocratise, qui s'installe sur des entités, publiques, sur des collectivités, qui s'installe dans des PME. Heu et du coup, on est bien sur quelque chose de complémentaire, en termes d'analyse qui permet d'aller encore un peu plus loin sur la partie analyse. Et outre la partie remédiation, sur laquelle l'EPP intervient également, la partie EDR va avoir 2 grands rôles complémentaires. Heu, le principal, ça va être l'anticipation d'une attaque, la détection de la préparation, d'une attaque. C'est là pour nous le rôle majeur de l'EDR, ça va être détecter des anomalies, détecter des comportements qui correspondent, à des préparations d'attaque. Et l'autre rôle qui peut être intéressant en complément de l'EDR, ça va être sur toute la partie forensique, analyse post-attaque, puisque l'on est sur un outil qui va être beaucoup plus verbeux, qui aura beaucoup plus de logs qu'un endpoint et qui du coup permettra, avec beaucoup plus d'efficacité, de retracer, ce qui s'est passé. Donc en termes de produits, voilà, je voulais en tout cas introduire ces 2 couches complémentaires. On va plus loin que la partie, base de sécurité qui est vraiment pour nous la base, la partie endpoint.
mais il est intéressant de noter que ces deux produits existent et qu'ils ont leurs propres apports. Et enfin, sachez que EZ propose ces services, que l'on soit sur de la prestation ou sur des services de cybersécurité, notamment sur l'accompagnement de l'utilisation de l'EDR, qui va jusqu'à un monitoring proactif de nos équipes sur le niveau le plus élevé de service. Donc, l'idée étant d'alléger encore une fois au maximum les équipes qui gèrent ces solutions de façon générale. Euh, on est sur une perception où on comprend bien que nos clients n'ont pas forcément le temps nécessaire pour gérer et la prod et adresser du temps sur le monitoring d'un EDR. Donc le but va être là justement de pouvoir soulager nos clients au travers de ces services. De façon assez pratico-pratique, nous proposons aujourd'hui 3 bundles sur la partie protection des endpoints, Entry, Advanced, Enterprise. Donc, de façon assez simple. Le premier niveau, on est sur la partie anti-malware. Le second va apporter la partie sandboxing cloud que l'on évoquait. D'ailleurs, à titre indicatif, le second bundle apporte aussi du chiffrement full disk. Et le troisième bundle est celui qui permettra d'accéder à l'EDR. En sachant que nous sommes aujourd'hui sur des bundles qui existent à la fois en cloud et on-premise. Les deux types d'infra sont proposés par EZ. Donc, comment est-ce que cela va se retranscrire? Donc, vous avez on a abordé la partie technologie sur la partie couche produit. Donc, on va avoir des produits, comme je disais, pour les différents OS, Windows, macOS, Linux, et on va aussi distinguer des produits pour poste et serveur, même s'ils sont très proches l'un de l'autre. Donc, nos produits endpoint antivirus et security pour poste de travail vont être encore une fois des produits complets, des produits anti-malware qui vont faire de l'analyse anti-malware de façon générale, qui vont éventuellement intégrer d'autres options qui peuvent être intéressantes, par exemple de la protection sur tout ce qui va être périphérique externe, que ce soit sur des analyses forcées ou que ce soit sur du contrôle d'accès sur les périphériques externes. Euh, d'autres couches, comme on l'évoquait tout à l'heure, comme du pare-feu ou encore du contrôle d'accès web. La partie server security qui va être accessible à la fois sur Windows et sur Microsoft Windows et sur Linux, qui va être encore une fois assez proche de ce que l'on va avoir sur un poste de travail. Une des particularités intéressantes de la solution server security va être le produit détecte les rôles serveurs et créera de façon automatique et dynamique des règles de façon à créer des exclusions qui correspondent à des préconisations de fonctionnement, notamment proposées par Microsoft. Et cela est géré automatiquement par la solution. Autre point, nous donc toujours dans l'idée d'avoir une couverture qui soit globale et d'avoir ce premier niveau de sécu antivirus. Nos solutions sont aussi disponibles notamment sur Android pour la partie antivirus, Android et iOS en ce qui concerne le MDM. À savoir que pour la partie mobile, cette partie ne sera plus traitée que via des infraclouds à partir de fin 2023. C'est d'ailleurs aujourd'hui en termes de fonctionnalité la seule différence chez Z entre une infra cloud ou on-premise, c'est que à compter de fin 2023, seuls les infraclouds permettront de gérer la sécurité des mobiles. Et enfin, pour conclure la partie théorique sur la gamme et sur c'est justement ce socle de sécurité que l'on propose, nous proposons des solutions sur tout ce qui va être rôle serveur spécifique, notamment donc la messagerie, qu'elle soit sur du Exchange on-premise ou du Lotus Domino. Donc, on est sur des analyses à la fois sur tout ce qui va être analyse de flux, entrant-sortant, que ce soit sur des analyses de type anti-malware ou anti-spam, et des possibilités de faire d'analyse de la base de données. Donc, on est sur des solutions qui permettent d'avoir des analyses en amont du fait que le mail soit délivré sur les postes à l'utilisateur. Donc, ça permet, mine de rien, de se prémunir d'un certain nombre d'attaques, notamment sur tout ce qui va être phishing, qui est de plus en plus utilisé. On a vu en plus ces derniers temps avec l'actualité que les outils qui permettent de créer du phishing sont de plus en plus nombreux. On a le cas de ChatGPT qui permet de créer du phishing de plus en plus facilement, de rendre ce type d'outils de plus en plus accessibles. Et donc, l'idée est de pouvoir s'en prémunir avec une analyse qui va être proposée en amont
de l'utilisateur. De façon tout à fait similaire, nous avons une solution pour SharePoint on-premise, où on va être sur un peu le même type d'analyse, avec des analyses sur tout ce qui sera upload-download, donc sur les flux entrants sortants, et des analyses possibles et programmables sur la ferme SharePoint. Et de façon plus globale, on va avoir un produit qui s'appelle aujourd'hui Cloud Office Security, qui va reprendre ce que l'on savait faire jusque-là en on-premise, avec donc des analyses d'Office 325, à la fois donc sur Exchange et SharePoint Online, et Teams et OneDrive. Donc on va analyser de façon générale, encore une fois, tout ce qui sera droppé vers ou depuis ces outils. On va analyser les flux de façon globale. On est sur un outil qui est pour le coup vraiment très simple à mettre en place pour les personnes qui seraient intéressées de le tester, avec une simple activation, un ajout de votre tenant, une activation sur les utilisateurs qui sont concernés par l'utilisation de la solution, et derrière des possibilités de gérer les politiques en fonction des outils qui seront monitorés, et des politiques que vous souhaiterez mettre en place de façon plus ou moins dure et restrictive. Donc voilà pour le topo, on va dire, théorique sur la gamme, sur quelle est cette gamme et ce qu'elle permet de couvrir en termes de besoins. Ce que l'on va maintenant vous proposer, c'est une rapide démo sur une dizaine de minutes, de l'interface, qui permet de gérer l'ensemble, de ces solutions, de façon à voir de façon opérationnelle, ce qui est permis de faire, et on gardera à la fin un temps pour une phase de questions-réponses. Oui, je vais reprendre la suite du coup pour la partie démo. J'espère que vous voyez bien l'écran. Effectivement, je vais passer vraiment peu de temps sur la présentation de la console, plutôt sur l'aspect supervision et utilisation tous les jours sur les différents problèmes qui peuvent se manifester au niveau de vos endpoints, de leur administration. Comme vous voyez, on a de nombreux tableaux de bord préexistants dans cette console les Z-Protect. L'un des rapports que je conseille à nos clients de regarder régulièrement, c'est ce rapport sur les principaux problèmes manifestés au niveau des ordinateurs. Avec ce rapport, il est facile de voir un petit peu les différents problèmes qui se manifestent. Là, par exemple, j'ai une machine dont l'anti-phishing n'est pas fonctionnel, accès web, pareil, non fonctionnel, interrompu. 3 machines qui ont des mises à jour Windows avec leur niveau, comme vous voyez, de gravité, hein, qu'on considère comme être critique et ce qui l'est un peu moins. Et tous ces rapports sont interactifs, c'est-à-dire que là, si je veux savoir quelle est la machine concernée par ce problème, je demande du détail, je vois que c'est mon serveur EP01. Je peux aussi aller directement sur le détail de l'ordinateur pour voir un peu plus près le serveur, ce qui se présente, les différents produits installés dessus, les applications installées dessus et les différentes alertes qui sont manifestées sur cette machine. Donc là, il faudrait vérifier potentiellement si c'est la politique qui désactive ou si c'est bon là, c'est une action manuelle que j'ai faite sur le produit, hein, pour faire remonter cette alerte. Mais ça permettra au moins de vous indiquer le souci afin que vous recherchiez la cause du souci. À noter que ces rapports, là, on l'a de manière globale, sur l'ensemble du parc, mais il est très simple pour vous si, imaginons que vous avez un parc, assez conséquent de, par exemple, on va dire 1000 postes, et que, selon les périmètres de machines, il va y avoir, plus ou moins de criticité à régler les problèmes rapidement. Je pense notamment aux serveurs, hein, qui sont assez critiques, généralement au sein de l'entreprise. Il est très facile de dupliquer un rapport pour, n'avoir ces informations que sur un périmètre de machine précis. Simplement, si je voulais dupliquer ce rapport, uniquement pour des machines serveurs, simplement je vais aller dans la section rapport. Je vais rechercher le rapport, ça contenait le mot problème. Je vais le retrouver, voilà, ordinateur présentant des problèmes. Alors là, on est sur du disque. Il ne me sort pas l'autre rapport. Là, principaux problèmes des ordinateurs. Donc, je vais dupliquer ce rapport et ensuite faire un filtre pour n'avoir
ces alertes que sur un périmètre de machine précis, plus spécifique. En l'occurrence, là, je vais pouvoir, par exemple, me servir des groupes dynamiques. Je vais revenir d'ailleurs sur l'importance des groupes dynamiques juste après. Et là, si je les veux sur tous mes serveurs Windows, par exemple, il suffit de sélectionner ce groupe et j'aurai la vue de ces différents problèmes uniquement sur les différents serveurs de l'entreprise. Ça, c'est vraiment sur la manipulation de rapports. Vous avez de nombreux rapports préexistants, mais après, il est facile de les tuner, de les dupliquer, de les créer de A à Z pour remplir des critères un peu plus précis, puisque effectivement, les rapports par défaut concernent l'ensemble des machines de l'entreprise. Vous avez évidemment aussi du rapport autour des menaces qui vous permet de suivre un petit peu les détections qui peut se passer sur les postes. Sachant qu'ici, le rapport je pense qui va nécessiter le plus votre attention, c'est ce qu'on appelle des événements de gravité élevée. En gros, les menaces qui apparaissent en rouge, puisque pour tout ce qui est détection, donc aussi la vue menace, euh, pour tout ce qui est vu par l'antivirus et qui aurait été automatiquement cleané, en fait, pour pas vous, entre guillemets, vous polluer une vue pour rien, eh bien, on les marque automatiquement en résolu. Donc, ce qui veut dire que voilà, ça ne pop pas en rouge. Par contre, si la menace n'a pas été nettoyée, c'est-à-dire on n'a pas réussi à la mettre en quarantaine, on n'a pas réussi à la stopper, mais on a réussi par contre à la détecter. Cette détection antivirus se ferait avec un niveau de gravité élevé, à savoir en rouge, et elle apparaîtrait dans ce rapport ici, événement de détection de gravité élevée non résolu. À noter d'ailleurs que, si vous avez ce cas de figure, c'est des machines comme ça qui remonteraient des virus, qui n'auraient pas été nettoyés. J'ai plusieurs recommandations, plusieurs aussi, conseils que je mets en œuvre aussi chez les clients, pour lesquels je peux faire de la presta ou de l'assistance. D'une part, c'est de plutôt utiliser une politique qu'on va trouver, une politique prédéfinie, un modèle existant, hein, de paramétrage des produits EZ. Et c'est en l'occurrence que ça soit pour la partie endpoint Windows ou serveur Windows ici, on a une politique s'appelle antivirus sécurité maximale. Et donc, souvent, ce que je fais, c'est que je la duplique. On va mettre un nom spécifique au client. Et ce qui est intéressant dans cette politique, c'est qu'elle force déjà tout ce qui est détection, non seulement des logiciels malveillants, mais aussi des applications indésirables, dangereuses et suspectes. Et que le niveau de nettoyage est sur un nettoyage de tout ce qui est malware par de la mise en quarantaine. Et donc, ça évite fréquemment d'avoir des menaces actives là où, on va dire, l'antivirus aura été réglé sur un paramétrage un peu plus faible en termes de détection et aussi de rémédiation. Vraiment de se baser sur cette politique en y ajoutant évidemment un certain tuning avec par exemple le mot de passe pour empêcher la désinstallation du produit et puis après peut-être il y a un peu de réseau la partie pare-feu, etc., mais au moins de partir sur cette politique qui a, comme je disais, le mérite d'activer tout ce qui est module de détection, toutes les technologies dont a parlé Nicolas dans les slides sur ce thème sont activés, on le voit ici hein, avec ce petit rond bleu qui indique que ce paramètre est forcé dans la politique. Ça veut dire que côté interface graphique du endpoint, tous ces paramètres seront cadenassés, verrouillés. On ne pourra pas les désactiver, à part si on active le mode de remplacement. Donc ça, c'est déjà une première, on va dire, chose pour éviter d'avoir ce type de menaces non résolues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais il y en aura beaucoup moins, des menaces de gravité élevée avec ce type de profil de politique. Après, ce qu'on peut faire aussi, comme je vous en ai parlé, c'est utiliser les groupes dynamiques. Les groupes dynamiques, vous avez votre arborescence ici, qui peut être l'arborescence liée à l'Active Directory, par exemple. Ce sont les groupes statiques avec des icônes grises ou des groupes que vous créez vraiment manuellement. Là, dans hors domaine, j'ai créé Linux mobile. Si j'ai envie de créer un groupe pour les Mac qui sera en domaine, je fais tout simplement nouveau groupe statique.
macOS et puis terminé. Mais là, on va ranger manuellement les machines, dans ces groupes ou encore, par le biais de la synchro. La différence avec les groupes dynamiques, c'est qu'on va réunir les machines par rapport à des critères. Une fois notre agent d'administration déployé, on va pouvoir réunir les machines. Vous avez des modèles préexistants avec les postes Windows, postes de travail serveur. Vous avez le groupe justement dynamique sur tous les ordinateurs problématiques au sens général, que ce soit des problèmes de fonctionnalité qui seraient désactivés, etc. Que ce soit le fait que les mises à jour ne sont plus faites, que le produit est très obsolète, on est sur des vieilles versions, etc., ou un produit de sécurité non activé. On a ce genre de modèle préexistant. Maintenant, on voudrait se créer un groupe dynamique sur le fait que l'anti-phishing, par exemple, est désactivé, ce qui est le cas sur mon serveur. Bon, on va se servir de cet exemple. Je vais aller dans les modèles, je vais créer un nouveau modèle. Et là, je vais rajouter justement un critère lié aux problèmes qui font partie des différents groupes dynamiques. Alors, des critères, il y en a plus de 1000, je ne vais pas pouvoir tous les citer. Là, je prends vraiment l'aspect utilisation de la console au quotidien pour repérer les problématiques, les résoudre et conserver son parc le plus à jour possible, le plus fonctionnel en termes de sécu pour éviter une infection. Mais à vrai dire, ces groupes dynamiques serviraient aussi, par exemple, souvent dans les cadres de migration, avec le logiciel installé, nom de l'application contient par exemple Kaspersky, on va avoir un groupe qui détecte Kaspersky. Ce qui est intéressant avec les groupes dynamiques, c'est qu'on peut y associer des tâches, des déclenchements de tâches automatiques ou encore la mise en place d'une politique que citait comme exemple tout à l'heure Nicolas, avec je suis dans le réseau, je désactive le filtrage web et le pare-feu. Par contre, je suis à l'extérieur, je suis chez moi, derrière ma box, je veux réactiver le pare-feu et le filtrage web. Ce qu'on peut faire avec les groupes dynamiques. Là, en l'occurrence, pour l'exemple que je prenais sur des fonctionnalités importantes qui seraient KO et pour lesquelles vous ayez tout de suite un groupe dynamique et on verra que ce que ça peut apporter, c'est aussi de créer des notifications ou des tâches, par exemple, d'isolement réseau sur ces problèmes, ces machines problématiques. Pour l'occurrence, je vais prendre ici problème de fonctionnalité de protection. Je vais prendre un critère lié au problème. Vous allez voir que les différents problèmes sont dans les produits peuvent être nombreuses, puisque là, on a un listing de tous les problèmes pour l'ensemble des produits. Donc, je vais essayer de trouver l'anti-hameçonnage. Là, malheureusement, il n'y a pas de filtre qui permettrait de trouver tout de suite le critère lié à l'anti-hameçonnage. L'apostrophe, filtrage web, phishing, et il n'est pas là. J'essaie de... Ouais, ça par exemple. Ensuite, je peux chercher d'autres problèmes parce que là, moi, je l'ai désactivé manuellement. Je sais qu'il y a une différence des fois avec interrompu. Je vais voir si je trouve ça. Anti-hameçonnage désactivé et interrompu. Et je vais mettre ces différents critères pour mon groupe dynamique. On va dire qu'on va commencer comme ça. Je pense que mon serveur devrait faire partie de ce groupe dynamique. Évidemment, après, il faut créer un groupe dynamique qui utilise ce modèle. Donc là, je vais aller, par exemple, dans mes serveurs, ici, mes Windows serveurs, et je vais créer un groupe qui va porter le même nom. Le temps que mon serveur, en fait, là pour l'instant le groupe est vide.
Et c'est une fois que, bah, on a créé un groupe dynamique comme ça que, à la prochaine connexion des agents, les agents vont voir qu'il y a un nouveau groupe dynamique et que les critères pour entrer dans le groupe dynamique, c'est que l'anti-phishing soit KO, désactivé, interrompu. Et si les paramètres sont vérifiés, bah, la machine va faire partie automatiquement de ce groupe. Hem, je pense que le serveur devrait pas tarder à apparaître. Il est déjà repassé. Ah oui, je l'avais arrêté 10 minutes et entre temps, les 10 minutes sont passées, donc bon, dans ma démo, excusez-moi là, ouais, il est revenu au vert. Je lui avais demandé plus de hop, voilà. Là, sur ce serveur, j'avais pas protégé la config par un mot de passe. C'est pour ça que j'ai pu faire cette désactivation, en tout cas sur la partie, internet et messagerie. On va revenir sur notre console. On va attendre un petit peu. Ce que je voulais montrer, le temps que ça remonte, c'est que dans les notifications, on pourra créer, une alerte email dès qu'une machine rentrerait dans ce groupe. Pour ça, il pourrait, alors les notifications, je vais y revenir. C'est vrai que là, je pars tout de suite dans mon exemple, mais c'est pour vous alerter par email ou, syslog si vous avez un SIEM, sur des événements qui se passent au niveau de la console, que ça soit sur des événements de détection de menaces ou, des fonctionnalités comme, là, on va pouvoir dire, événements sur, les groupes dynamiques, prendre le groupe dynamique, que je viens de créer sur le serveur avec l'anti-phishing KO et dire que, bah, dès que, il y a une modif ou dès qu'une machine rentre, dans ce groupe, donc on peut dire sur la valeur par exemple, le seuil, là, je peux le mettre à 1 et dès que j'ai une machine qui arrive dans ce groupe et ben, je vais m'envoyer un email. Donc déjà, première chose, possibilité de s'alerter sur des problèmes, sans être constamment sur sa console. Première chose. Et ensuite, possibilité des fois d'avoir de la rémédiation automatique. Tout simplement, si je veux que, bah, que ça soit sur l'analyse, là je l'ai pris sur l'anti-phishing, mais prenons un problème encore plus grave sur l'analyse temps réel qui serait désactivé, interrompu ou non fonctionnel. Je veux isoler le poste du réseau. Eh bien, tout simplement, je vais créer ma tâche d'isolement réseau. Là, il suffit de créer cette tâche. Et après cette tâche de, isolement réseau, je vais, l'exécuter de manière automatique. Je vais mettre un petit fichier KO pour la repérer en termes de déclencheur, mais je vais surtout cibler le groupe dynamique concerné, serveur anti-phishing KO et je vais le déclencher dès qu'une machine rejoint le groupe dynamique. Ça, c'est un moyen aussi d'automatiser, en plus des rémédiations automatiques que vous avez dans le produit sur tout ce qui est détection de menaces, eh bien, le fait de pouvoir actionner d'autres leviers de sécu comme l'isolement réseau sur des machines qui seraient dans un état très critique. Juste pour l'anti-phishing KO, bah non, juste regarder l'état. Ah non fonctionnel. Merde, c'est l'un des c'est l'un des critères que j'ai pas pris. Bon, il suffirait de rajouter dans mes critères non fonctionnels. J'ai pris interrompu et désactivé. Il fallait que j'ajoute le non fonctionnel, prendre vraiment tous les états qui correspondent, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc la supervision avec des tableaux de bord, des rapports qu'on peut personnaliser à souhait, l'exécution de tâches automatiques sur certains cas de figure grâce au groupe dynamique et le fait qu'on peut jouer, quand je parle des groupes dynamiques, je vous ai parlé de là, enfin on a vu un petit peu sur les différents problèmes de fonctionnement des fonctionnalités et pour certaines fonctionnalités critiques. Mais dans les groupes dynamiques, on a aussi, on parlait tout à l'heure des menaces actives, les menaces vraiment, je pense, qui méritent l'attention puisqu'elles sont en rouge et qu'on n'a pas réussi à actionner des rémédiations automatiques pour les isoler en quarantaine. C'est de prendre justement ici détection active. Vous prenez détection gérée, évidemment, égale non. Et là, vous avez un groupe dynamique qui bah, mettra toutes vos machines
qui auraient des menaces actives dans ce groupe dynamique avec, encore une fois, cette possibilité d'actionner des leviers avec des tâches comme l'isolement réseau, comme lancer un scan des disques pour potentiellement refaire une passe sur les fichiers et détecter des menaces, ce genre de choses. Voilà, ça, c'était des petits conseils, hein, vraiment sur, la partie, voilà, comment superviser vos machines protégées par nos produits avec cette console, des petites astuces qui permettent d'aller un peu plus loin que la configuration de base. J'espère que ça a pu, que ça a pu vous plaire, que ça a pu vous apporter des informations. Puis effectivement, on va passer, sur une dernière, quelques minutes, consacrées à vos questions et vos réponses.